Donc, Yves Jacquet est rentré en 2004 chez Ubisoft. Il a occupé différents postes dans cette entreprise-là. Il était à la direction des services online, puis des TI. Et en 2008, il a pris en charge les studios de services de production. Il a développé en parallèle une stratégie de recherche et développement académique qui s'est concrétisée par une chaire en intelligence artificielle, puis par la création du premier laboratoire d'application académique dans l'industrie du divertissement, Ubisoft Laforge. Il a été chef de projet en télécommunications en France, ingénieur de recherche pour le compte du Conseil européen de la recherche nucléaire sur l'expérience Atlas. Il est également membre du conseil d'administration et conseiller scientifique du Centre de développement et de recherche en imagerie numérique. Et c'est un enthousiaste vulgarisateur scientifique pour Ubisoft. C'est ce qu'on va voir à l'instant. Monsieur Jacquet, la parole est à vous. Bon, j'ai pas du tout la pression là pour la fin. Dans les choses là, qui m'ont frappé dans les précédentes présentations, c'est le rapport qu'il y a entre les questions écologiques et les questions technologiques, en fait. Dans les deux cas, il y a cette espèce de triangle sacré où il y a à la fois la nécessité de travailler ensemble entre l'industrie, la recherche, mais aussi la société civile, et puis l'urgence de la chose, la brutalité avec laquelle notre environnement, qu'il soit notre environnement physique, mais aussi notre environnement numérique, la brutalité avec laquelle ça peut changer, c'est en train de changer en ce moment. Et je le disais tout à l'heure, les GAFAM, juste pour parler de la partie occidentale, ont fait cette année des profits de 51 milliards. Alors la solution, je ne l'ai pas. Par contre, je suis sûr d'une seule chose, c'est que la réponse collective qu'on peut avoir ne peut pas être timide. Et la seconde chose dont je suis sûr, c'est qu'on n'a pas le loisir de passer notre énergie sur des guerres de clochers. D'où l'importance de l'intersectorialité. Et je vais essayer de vous en parler un petit peu et puis de vous expliquer les... Est-ce que ça marche? Je vais essayer de vous expliquer l'approche d'Ubisoft là-dedans. Je dois juste élargir un peu mon bandeau en bas. Peux-tu l'élargir? Ouais, vers le haut. Élargir. Non, élargir le bandeau en bas. Ici. Ici. Non. Le texte en dessous. Voilà. Plus. Plus. Parfait. On va y arriver. Merci. Très bien, merci. Donc, merci d'abord à tous d'être ici pour vous intéresser à toutes ces questions de développement technologique responsable. Et je le disais tout à l'heure aussi, le jeu vidéo, c'est par nature une activité qui est condamnée à deux choses. D'abord à l'innovation, mais aussi à l'interdisciplinarité. Pour ceux qui ne connaissent pas bien le domaine, je vais d'abord montrer le type de jeu en monde ouvert qu'on crée chez Ubisoft. Et ça ne marche pas, forcément. Hop. Est-ce que ça marche mieux? On est une compagnie technologique. Alors je vais vous expliquer, cordonnier mal chaussé, tout ça, enfin c'est... Attends, je vais le faire. Ouais, comme ça, super. Hop. Parfait. Merci beaucoup. Jeanne. Donc voici le genre de jeu qu'on fait chez Ubisoft, jeu en monde ouvert. On offre aux joueurs des interactions qui sont riches dans des mondes qui sont crédibles. Et tout ça nécessite énormément de données. Des textures, des animations, des modèles en 3D, beaucoup de programmation également, et d'intelligence artificielle pour contrôler le comportement de chacun des composants de cet écosystème. Ce qui compte pour nous, en tant que compagnie de jeux vidéo, c'est de créer
des expériences qui sont riches et mémorables. Et on aime nous définir comme des leaders techno-créatifs. Pour nous, la technologie n'est pas une fin en soi. On est ici pour parler d'intelligence artificielle. Mais en réalité, c'est surtout de machine learning, l'apprentissage machine ou apprentissage automatique, qui représente une manière de créer des systèmes dits intelligents. Mais intelligent, ça ne veut pas dire grand-chose dans ce contexte. C'est une idée qui est non seulement anthropomorphique, quand on y pense, mais qui évolue aussi dans le temps. Exemple simple, la correction grammaticale, pour nous, aujourd'hui, c'est une fonctionnalité. Quand j'ai commencé mes études, et c'était il n'y a pas si longtemps que ça, c'était de la science-fiction. Et si on remonte au temps de Gutenberg, on aurait appelé ça de la sorcellerie. On est donc d'abord ici pour parler d'humain et de développement technologique responsable. Et on est là pour nous demander comment ces technologies peuvent nous permettre de nous tirer vers le haut plutôt que de nous asservir vers le bas. On entend souvent dire que l'intelligence artificielle est disruptive. Et comme cette expression a été utilisée à peu près à toutes les sauces, je pense que c'est important de revenir à quelques définitions. Ça, c'est le principe des innovations. Donc, vous voyez un axe qui représente la qualité ou la performance d'une technologie, d'une organisation, et puis le temps, l'énergie, l'investissement. Une innovation incrémentale, ça consiste à améliorer des produits existants. C'est une activité dont l'issue est prévisible et qui se repose sur une structure organisée pour soutenir cette prévisibilité. Une innovation de rupture, à l'inverse, c'est imprévisible. Elle est issue d'un changement de paradigme et survient généralement dans un contexte de crise dans laquelle les structures sont remises en cause. Alors, qu'est-ce que c'est que la rupture ? Par exemple, on parlait de téléphone cellulaire, et j'inclus l'iPhone 4 dedans. Les téléphones cellulaires qu'on avait il y a 15 ans, les téléphones flip-flap, venaient de leaders de l'industrie dont certains ont disparu. Il y a 15 ans seulement. Non seulement la technologie tactile est différente, mais l'usage également. Parce qu'au-delà des fonctionnalités de l'appareil téléphonique, c'est des appareils qui nous servent à faire à peu près tout aujourd'hui, sauf à téléphoner. Et ça change complètement notre rapport à la société, et ce, en moins de 15 ans. C'est ce qu'on entend par disruptif. Et explorer cette zone grise, c'est ça, la mission d'Ubisoft La Forge. On essaye d'y explorer des sujets variés, aussi bien la biométrie que la toxicité en ligne et évidemment l'apprentissage automatique ou intelligence artificielle. Je vais revenir après sur des exemples concrets un peu plus tard. Mais j'aimerais d'abord vous faire comprendre en quoi le machine learning est aujourd'hui disruptif, au moins pour notre industrie, de notre point de vue. La définition de révolution rajoute la brusquerie à la rupture. Et sans doute encore un petit peu tôt pour savoir si l'intelligence artificielle, si le deep learning est du domaine de la disruption ou de la révolution. C'est un domaine qui a plus de 70 ans. Certains principes qui sont propres au machine learning, aux algorithmes de renforcement par exemple, datent d'Alan Turing. Donc ce n'est pas un sujet nouveau. Comment ça se fait qu'on dit là que c'est disruptif, que c'est nouveau ? Si l'intelligence artificielle n'est pas un sujet nouveau, la plupart des techniques qui sont propres au machine learning ont elles-mêmes plusieurs dizaines d'années. Alors pourquoi est-ce qu'on considère que c'est un sujet disruptif, à la mode, nouveau ? Essentiellement parce que la capacité de calcul a permis d'appliquer ces théories mathématiques sur des grandes quantités de données depuis assez peu de temps. Et les conséquences pratiques sont profondes. Par exemple, si je parle de la programmation, pour les programmes informatiques, on passe d'une approche où on définit des règles pour obtenir des résultats à une approche où on choisit des résultats dans le but de créer des règles. Cette nouvelle approche, qui est essentiellement technologique, a des impacts dans beaucoup d'autres domaines. Par exemple, si je modélise ici la manière traditionnelle de traiter l'information, c'est une version
très simplifiée du journalisme, ça consiste à trouver, filtrer, contextualiser et transformer des données en informations. L'intelligence artificielle est un formidable outil pour traiter automatiquement la redirection de données ou d'informations, mais au risque de plusieurs dérives. Le pire, c'est que parfois ces dérives partent d'une bonne intention. Par exemple, le Google Knowledge Panel est une fonctionnalité de YouTube qui est censée faire le lien entre des sources d'informations sérieuses pour ceux qui désirent en savoir plus sur une vidéo. Le 25 avril 2019, Notre-Dame de Paris a pris feu. Et le 25 avril 2019, toute personne qui regardait le live stream sur YouTube pouvait en apprendre plus sur les attentats du 11 septembre. Le lien qui avait été fait était un lien qui n'avait rien à voir. La démarche scientifique était aussi impactée. Vous le savez, elle consiste à émettre des hypothèses qui sont ensuite validées par des expériences jusqu'à ce que de nouvelles observations viennent infirmer l'hypothèse ou la compléter. On observe une tendance inverse, notamment en sciences des matériaux, en biologie ou même en climatologie. Des modèles qui sont créés à partir de grandes quantités de données observées ou qui sont générés à partir de nombreuses expériences. Et ces principes sont également applicables dans le jeu vidéo, où l'on peut calculer des gradients de pression à partir des équations de Navier-Stokes, pour ceux qui reconnaissent ça, à gauche, ou les prédire à partir d'un modèle de machine learning bien moins coûteux en temps de calcul. Et le résultat final est tout aussi convaincant. Enfin, la mise à disposition de ces techniques dans le milieu artistique, on l'a vu, ça ouvre de nouvelles perspectives, mais aussi de nouvelles questions. Le principe simplifié consiste à accélérer le passage de l'intention à la création en utilisant de nombreux exemples. Cette approche est très puissante. À titre d'exemple, voici comment nous avons tourné des cinématiques dans le jeu Assassin's Creed Origins il y a un peu plus de 2 ans. Mais qu'est-ce que ça veut dire exactement rapide ? Je pense qu'une bonne définition, c'est que ça va plus vite que même les experts l'anticipent. Ça, c'est un extrait d'une publication qui date de 2016. Et on a demandé à des centaines d'experts en machine learning quand, selon eux, l'intelligence artificielle serait capable de remplacer des humains pour un certain nombre de tâches. En particulier, les plus optimistes pensaient que le jeu de Go serait résolu en 12 ans. On est donc en 2016. Ça a été résolu en 2017. Parlons maintenant de la génération de contenu. Ça, ce sont des images qui ont été générées par ordinateur. Aucun de ces visages n'existe. Rendez-vous compte, un algorithme est capable de générer des visages crédibles sans l'intervention d'un humain. Et comme vous pouvez le voir, les résultats étaient à peu près inexploitables il y a très peu de temps. 5 ans, c'est très peu de temps. Aujourd'hui, ils le sont. Ils le sont de manière dramatique. Et si j'extrapole maintenant ça à la manière dont on crée nos personnages virtuels dans les jeux, c'est extrêmement rapide. Pour vous donner une idée, 3 ans, ça représente à peu près l'ordre de grandeur du temps de développement d'un jeu à grand déploiement. Alors comment est-ce qu'on fait pour innover dans ce domaine tout en faisant des jeux en même temps ? Le potentiel est énorme, les changements sont profonds. Et intégrer ces nouvelles manières de faire est difficile. Je reviens à mon schéma de l'innovation. Chaque technologie, processus ou organisation a un cycle. D'abord, il faut du temps pour produire des résultats convaincants. Après, la plupart des problèmes sont résolus et la recette est améliorée dans le temps avant d'arriver à un plateau. À un moment, une nouvelle technologie émerge, comme par exemple l'apprentissage profond. Soyons clairs, aujourd'hui, ça produit des résultats qui sont globalement moins
performants que nos méthodes éprouvées. Mais combien de temps ça peut prendre pour obtenir un résultat comparable? On pense que pour notre industrie, ça prendra environ 2 ou 3 ans pour la plupart de nos métiers. La question, c'est donc comment est-ce qu'on fait pour explorer cette zone? Parce qu'on ne peut pas piloter et construire un avion en même temps. En plus de ça, il y a des défis qui sont tout à fait spécifiques au machine learning. D'abord, ça va vite. Ça va très vite. Ça nécessite des données, une expertise, mais aussi un usage réel, quelque chose d'utile. Et très peu d'organisations ont les trois. Des résultats intéressants émergent, mais la plupart du temps dans le milieu académique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça grandit dans une culture d'ouverture et de publication qui parfois va à l'encontre des réflexes de l'industrie. Ces résultats vont également à l'encontre de nombreuses régulations ou nécessitent d'en créer de nouvelles. Ça amène des questions qui sont importantes. Qui est le créateur du contenu généré? À qui appartiennent les données? Quelles sont les limites d'usage? Comme pour le cas des empreintes vocales, par exemple. Puis, est-ce que j'ai mentionné que ça va très vite? Je pense que depuis que j'ai commencé, il y a une nouvelle démo qui est arrivée sur Internet et qui est pertinente pour notre industrie. Alors, on va passer ces défis un à un. Ça, c'est le premier défi qu'il faut relever. Qu'est-ce que ça vous évoque? Eh bien, à gauche, c'est la manière dont l'industrie voit généralement le milieu académique. Des pelleteux de nuages. À droite, c'est la manière dont le milieu académique voit généralement le milieu industriel. De l'argent. Est-ce qu'on peut changer ceci? La réponse est non. En tout cas, pas si on ne fait pas l'effort conscient de se mettre à risque, de montrer nos vulnérabilités. La plus grosse difficulté, le plus grand piège de l'interdisciplinarité, de la collaboration, c'est l'instrumentalisation de l'autre. Il faut donc être capable de montrer ses vulnérabilités, et ça prend donc un espace qui le permet. Deuxième question, de quoi a besoin la recherche pour progresser dans ce domaine? Historiquement, les jeux, par extension les jeux vidéo, ont été utilisés pour comparer la qualité de prise de décision d'un algorithme et d'un être humain. La recherche en intelligence artificielle est pavée de résultats qui vont dans ce sens, et on se souvient tous du match entre Kasparov et Deep Blue il y a un peu plus de 20 ans. On a identifié 3 atouts. D'abord, nos engins de jeu qu'on peut utiliser pour entraîner ou tester des modèles d'intelligence artificielle. Et puis, on a également énormément de données qui sont riches et surtout spécifiques. On a aussi, au final, une très forte culture interdisciplinaire et l'habitude d'avoir des profils aussi différents que des programmeurs et des artistes qui collaborent ensemble. Ce dialogue, et les gens pour être capables d'animer ces dialogues-là, sont clés pour ce genre de collaboration. Les technologies et les atouts technologiques ne suffisent pas. Il faut aussi se préparer à répondre à des questions qui sont importantes. Je vais détailler plus tard comment concrètement nous y avons été confrontés et les réflexions que nous avons eues. L'impact est profond. Mais puisque le machine learning impacte les métiers qui sont associés à la création ou la transformation de données, chez nous, l'impact est également très vaste. Et c'est en partie pour adresser ces défis qu'on a créé Ubisoft La Forge. Voici le chemin de l'innovation. Voici une échelle d'amour. Le milieu académique met beaucoup d'amour sur la partie gauche de l'innovation, et c'est normal. Un chercheur est reconnu pour la qualité et la quantité de ses publications. Chez Ubisoft, nous travaillons à créer des expériences qui sont uniques et étonnantes. Et quand on essaye de collaborer sur des sujets académiques comme l'apprentissage profond, il y a au milieu ce que j'appelle le gouffre des idées perdues. Et il y a un peu plus de 3 ans, on a décidé de combler ce gouffre. Ubisoft La Forge, qu'est-ce que c'est? C'est d'abord un lieu ouvert où on met ensemble des gens d'Ubisoft, des chercheurs, pour travailler ensemble sur des prototypes qui servent l'intérêt de chacun.
permettre de créer des meilleurs jeux d'un côté, tout en créant de la connaissance publique de l'autre. Les chercheurs ont accès à la forge aux mêmes choses que nos employés, c'est-à-dire nos données, nos experts, nos technologies, nos infrastructures. La forge est aussi née d'une inspiration. Je vais essayer de vous la faire deviner. Elle est connue pour son instabilité, son découragement rapide, sa procrastination. Ça fait envie, hein? On continue. Notre inspiration a surtout produit des tonnes de notes de carnet. En tant qu'artiste, on lui connaît une vingtaine d'œuvres, pas plus. En tant que chercheur, on lui connaît 7 articles. Ça fait envie, hein? Ben, si on évalue quelqu'un sous ce filtre-là, voici de qui on se prive. Il faut parfois, sortir des référentiels habituels pour évaluer quelqu'un. Et c'est d'abord par les échecs, par les erreurs et par les catastrophes même qu'il essaye de définir la vérité. Léonard, c'est un touche-à-tout, c'est un expert en rien. Il se fie d'abord sur l'observation et sur l'intuition. Et c'est ce qu'il démarque de ses contemporains. Il n'a pas été le meilleur expert de son époque, et ce, dans aucun domaine. Avec de telles inspirations viennent aussi des valeurs. Et une des plus importantes valeurs à la forge, c'est l'adoption systématique d'une démarche interdisciplinaire. Et enfin, on a établi une mission claire dans l'écosystème d'Ubisoft, mais aussi du Québec, au travers de 4 piliers qui sont tout autant valables pour nous que pour nos partenaires de recherche. La toute première décision qu'on a prise, très concrète, ça a été de séparer nos thèmes de recherche non pas par discipline, non pas par secteur, mais selon la nature de la valeur que nous voulons créer. Maintenant, je vais vous montrer, maintenant que j'ai expliqué le contexte et le socle de création d'Ubisoft La Forge, je vais vous montrer quelques exemples concrets de sujets sur lesquels on a travaillé. Les animations d'abord. Elles sont importantes pour créer des mondes crédibles, mais elles portent aussi énormément d'informations relatives aux interactions entre le joueur et le monde. Et elles sont critiques pour rendre les mondes virtuels vivants, cohérents. Quand je prends Assassin's Creed, c'est une marque qui est reconnue pour la qualité de ces mondes ouverts. Et dans de tels jeux, la diversité est un élément extrêmement important. Mais la taille et la richesse de nos mondes nécessitent des compromis. Là, par exemple, si vous prêtez attention, les personnages de la foule semblent un petit peu avancer sur des rails. Est-ce qu'on peut créer des animations qui sont plus diversifiées, plus organiques, tout en simplifiant notre processus de production? En d'autres termes, plutôt que de créer des données en avance, est-ce qu'on pourrait générer une animation de déplacement en temps réel à partir d'un contexte de haut niveau? Ça, c'est un exemple d'animation générée procéduralement à partir de données. Ou en d'autres termes, un système qui génère des animations de déplacement. Au lieu de créer des bouts d'animation et des règles pour les jouer, l'IA va décider quoi faire à partir de l'ensemble de données. Ça nécessite beaucoup moins d'efforts de production et ça permet d'avoir une plus grande impression de réalisme pour le joueur. Mais ça soulève aussi une importante question. Si l'intelligence artificielle décide de la meilleure animation à générer, quelle est la place de l'animateur? Dans le prochain exemple, prêtez attention aux personnages qui veulent s'asseoir. Traditionnellement, on passe d'un système qui régit le déplacement des personnages à un autre système qui régit leur comportement en station, notamment en station assise. Les transitions entre ces différents systèmes d'animation sont compliquées à gérer et conduisent à des animations qui manquent un petit peu de naturel, si vous les regardez bien. Et si on pouvait conserver le même système d'animation sans se préoccuper des transitions? Dans cet exemple, le même système génère des animations plus crédibles dans tous les contextes et en temps réel. Il n'y a pas besoin de dire au système comment le personnage doit s'asseoir selon la position de la chaise. Le système le détermine seul et en temps réel, y compris quand on lui retire sa chaise. Mais créer un seul système qui apprend à partir de grandes quantités de données ouvre une autre question. Comment définir et ajouter une juste diversité?
Une approche fondée sur des données est-elle la meilleure solution? En effet, ces systèmes consomment énormément de données, ce qui nécessite d'en produire, paradoxalement, et nous utilisons un système qui capture les mouvements pour les produire ensuite, pour les reproduire en 3D. Ces données qui sont capturées sur des êtres humains sont imparfaites. La première étape consiste à les nettoyer. C'est le rôle principal d'un métier qui s'appelle tracker mocap. La seconde étape, c'est le retargeting. Ça consiste à adapter cette matière première pour la transformer en animation. Et la grande quantité de données que nous capturons nous a logiquement incité à automatiser une partie de traitement de celle-ci. Donc à gauche, vous voyez les données brutes. À droite, le résultat obtenu manuellement par un tracker mocap. Et au milieu, celui obtenu automatiquement par un de nos prototypes. Nous nous sommes donc retrouvés en face d'un prototype qui avait le potentiel d'automatiser le travail d'un humain. Et cet exemple, ça a été source d'apprentissage pour nous. Parce que ça a été un des premiers exemples concrets du risque d'obsolescence de nos métiers. Nous pensions que nos efforts seraient environ 80% technologiques et 20% dans l'accompagnement. Eh bien, on s'est complètement planté, mais complètement. On a commis l'erreur d'intégrer les techniciens mocap beaucoup trop tard dans le processus. On a corrigé le tir parce que ces technologies doivent les assister et pas leur nuire. Voici le résultat. C'est un petit peu dur à suivre, mais en gros, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'aujourd'hui, environ un quart des données qu'on produit sont nettoyées automatiquement. Il s'agit des données les plus simples, donc la partie la moins intéressante du travail. Ça se traduit logiquement par un gain de productivité tout aussi important. C'est le gain de productivité moyen par individu. Vous pouvez voir aussi sur la courbe jaune une baisse de productivité pour le retargeting. Vous vous souvenez, c'est la deuxième étape qui consiste à transformer le data nettoyé en animation. Pourquoi est-ce qu'on a une baisse de productivité? Parce que nous formons nos trackers mocap à devenir plus polyvalents. Et ils sont en phase d'apprentissage. En d'autres termes, nous réinvestissons ce gain de productivité dans la même équipe. Les jeux sont des programmes informatiques de plus en plus compliqués. Il y a 2 ans, nous avons dévoilé le Commit Assistant, qui est un prototype à base d'intelligence artificielle capable de prédire si un développeur est sur le point d'introduire un bug dans un jeu. Le Minority Report du programmeur. Aujourd'hui, ce prototype est devenu Clever Commit. C'est un produit qui est maintenant déployé sur des dizaines de productions dans le monde. Aujourd'hui, Clever Commit prédit qu'un changement contient un bug avec une fiabilité de 85%. Pour ce faire, on a entraîné un système à partir de nos données historiques de code, de bugs, de correction de bugs. Et ça a posé 2 questions importantes. D'abord, comment passer de méthodes de travail qui utilisent des informations binaires, il y a un bug oui ou non, à des méthodes statistiques, il y a 74% de chances qu'il y ait un bug. La transition n'est pas si simple. L'autre question concerne les données personnelles. Nous avons réalisé lors de la phase de prototypage que ces informations pouvaient considérablement augmenter la fiabilité de l'algorithme, donc notre productivité. Intuitivement, on sait tous que certains individus sont meilleurs à certaines tâches que d'autres. Peut-on utiliser cette information? Nous avons décidé consciemment de supprimer ces données de l'algorithme. Nous avons pris une décision dont nous savions qu'elle diminuerait l'efficacité de celui-ci. On n'était simplement pas à l'aise avec l'idée de générer directement ou indirectement une appréciation ou un score d'un employé avec un tel système. Les bots, c'est quoi? C'est des agents informatiques, des intelligences artificielles qui visent à simuler le comportement qu'aurait un être humain. Chez Ubisoft, on a 2 types d'applications. Le premier concerne les véhicules et les déplacements. Créer des mondes ouverts, c'est un défi, et les écosystèmes qui sont riches sont difficiles à raffiner et maintenir. Le second,
c'est la capacité de tester rapidement de nouvelles idées, notamment en ce qui a trait à l'équilibre du game design. On peut utiliser l'apprentissage par renforcement. Ici, on a donné à un agent un accès au volant, frein, accélérateur, avec un certain nombre de récompenses lorsqu'il parvient à suivre une trajectoire et des punitions lorsqu'il s'en éloigne. Et le système va développer seul une stratégie de conduite par essai-erreur, et ça sauve du temps de programmation et de maintenance. Par exemple, pour ajouter des nouveaux types de véhicules, des nouvelles conditions de conduite. Ça fonctionne pour des agents simples, comme des personnages ou des véhicules, mais aussi pour des systèmes multi-agents, comme des foules ou des essaims de drones, par exemple. À gauche, un système traditionnel permet aux agents de suivre un chemin. Chacun optimise sa propre trajectoire. À droite, on a développé un nouveau système qui fonctionne comme une foule partagée décentralisée, un petit peu comme un essaim ou une foule. Et le résultat est plus fluide et crédible dans certains cas d'utilisation. For Honor, c'est un jeu de combat d'épée. Des règles de jeu complexes peuvent entraîner la création de ce qu'on appelle des failles, ou en anglais des exploits. Par exemple, lorsqu'un enchaînement précis dans une situation précise crée une condition qui est gagnante à tout coup. Alors, afin d'aider les concepteurs de jeux à équilibrer celui-ci, on a créé des bots qui permettent de déterminer automatiquement si certaines stratégies permettaient de gagner à tous les coups. Ce qui est intéressant, c'est qu'en faisant ça, le bot a également appris à lire son environnement pour en tirer parti et déterminer la meilleure stratégie face à plusieurs ennemis. Mais tout ça pose de nombreuses questions, puisque le système apprend seul à partir d'objectifs qui lui sont fixés, certains comportements inattendus peuvent émerger. Ça implique que nos designers et nos testeurs doivent évaluer si ces comportements émergents sont souhaitables ou non à partir de résultats statistiques. Outre l'évolution de compétences, qualifier ces comportements est un défi, encore plus lorsque ces systèmes interagissent. Créer une narration interactive riche et complexe. Nos processus de production sont une balance permanente entre la variété et la qualité de ces interactions. Dans le prochain exemple, nous avons demandé aux concepteurs narratifs d'utiliser un prototype de génération de voix pour une mission. Winemaking dates back to the 4th or 3rd millennium BCE. It became widespread in Greece during the Bronze Age, and within centuries, the Greeks had refined it further. The first step in the process was always harvesting, where grapes grown on rows of vines were collected by vineyard workers. According to Homer, harvesting was often accompanied by music to give it a more festive atmosphere. Ancient Greek wine mainly came in 3 different varieties: Osteros, Glucatson, and Otaukratos. It could be flavored with spices, herbs, resin, and even perfume. It was also much stronger than modern wine, with an alcohol percentage of approximately 16%. Because of this, the drink was mixed with water to make it more palatable. Donc ici, en s'appropriant cette technologie, les responsables narratifs, les concepteurs de voix, les personnes chargées d'enregistrer ces voix incorporent de nouvelles techniques à leur arsenal. Et par exemple, le premier usage ici a été de permettre des corrections de dernière minute. Là, on parle d'une mission dans un jeu complet. Le matériau de base peut, dans certains cas, provenir de performances, qu'elles soient artistiques, musicales, des performances d'acteurs. Et ça ouvre de très nombreuses questions qui sont à la fois nouvelles et complexes d'un point de vue moral, d'un point de vue économique et même d'un point de vue légal. La personnalisation maintenant. L'objectif de la personnalisation d'une expérience est d'augmenter l'engagement de l'utilisateur. Des services personnalisés, aujourd'hui, ou ciblés, deviennent la norme. Il y a 2 angles qui permettent de personnaliser une expérience, selon la manière dont on connaît le joueur ou plus généralement l'individu. La plupart du temps, un utilisateur est observé au travers d'un nombre d'actions limité qui permettent de le comparer à d'autres utilisateurs. C'est ce qu'on appelle le style Amazon. Les clients qui ont acheté ceci ont aussi acheté cela. Une expérience réellement personnalisée nécessite de construire un profil. Ça implique d'observer l'utilisateur au travers de très nombreux canaux qui sont différents
pour chacun de ses utilisateurs. C'est le style Facebook qui enrichit ses propres données par les informations envoyées par 500 ou 1000 sites différents en moyenne et applications différentes en moyenne par utilisateur. Si vous êtes sur Facebook, il y a de grandes chances que les sites que je visite, les applications que j'ai sur mon téléphone, 500 à 1000 en moyenne, envoient des informations différentes des vôtres. C'est ce qui permet à Facebook ou d'autres de communiquer « Nous pensons que vous devriez être intéressé par les guitares », en ce qui me concerne. Outre la question de la gestion des données personnelles et de la transparence, ça ouvre deux autres questions sur la pertinence et sur la diversité des expériences qui sont proposées. Nous pensons aussi que l'interdisciplinarité peut aller plus loin. Mes précédents exemples concernaient surtout les transformations des métiers du jeu vidéo. Les prochains exemples sont quelques tentatives pour élargir cette interdisciplinarité et au travers de ça, notre impact. Le premier exemple concerne la santé mentale. Hi everyone. Rich interactions in believable virtual worlds require a huge diversity of characters and dialogues. Planning and maintaining all interactions in advance becomes daunting. Creating characters who can automatically react to a situation is key, and this system of dialogue is a first step. Today my underlying technology helps game developers, and soon it will face players. And with richer emotions I might be useful in other areas. I'm already discussing with healthcare researchers to potentially help the treatment of people who have schizophrenia or anxiety. Un autre exemple qui est porté par Vae, qui est ici dans la salle. Comment est-ce qu'on peut faire réaliser les impacts d'un changement climatique, en particulier au Québec? Comment est-ce qu'on peut communiquer efficacement sur l'impact des inondations? Puis nous, on s'est posé la question, mais est-ce que nos jeux sont suffisamment réalistes pour créer des scénarios utiles à la création de tels outils de communication? On s'est donc associé à une initiative du MILA pour valider la pertinence de nos technologies pour ce genre d'usage. Je partage avec vous des résultats préliminaires, mais il semble que l'utilisation de Watch Dogs 2 augmente significativement la qualité des images qui sont générées par l'algorithme. On est encore en phase de test, mais ça va dans la bonne direction. Autre exemple, l'éducation. Un jeu vidéo peut être vu comme un logiciel complexe aux fonctionnalités très nombreuses. Une expérience de jeu, ça peut être vu comme une série de boucles d'exposition, d'apprentissage et de maîtrise de fonctionnalités riches et combinables. Évaluer l'accessibilité de nos produits est donc primordial. Mais c'est aussi un des défis relevés par les chercheurs en sciences de l'éducation, notamment en ce qui concerne l'apprentissage en ligne. On a donc développé un prototype de système biométrique pour quantifier de manière actionnable la charge mentale associée à de tels apprentissages dans le but de les adapter. Courage! Ces dernières diapositives sont un petit peu le dernier obstacle entre vous et le lunch. La Forge existe depuis un peu plus de 3 ans. On a eu la chance de voir passer près de 50 employés et autant d'étudiants venant de 12 universités. 9 d'entre eux sont revenus pour apporter leur singularité dans notre transformation. D'un point de vue des prototypes, on en a démarré de nombreux, dont certains contribuent déjà à enrichir la manière dont on fait les jeux et nous ont même permis de publier. Les 13 publications dont je parle là, ça représente ce que la Forge a publié. Mais bien sûr, à cela s'ajoutent les publications des étudiants, les publications des professeurs et des partenaires que nous encourageons. Je vais essayer de partager un petit peu avec vous ce que j'ai appris ces 3 dernières années et demie. La première, c'est qu'il n'y a pas de mode d'emploi pour innover et encore moins de manière responsable. Il s'agit d'abord et avant tout de fixer un cadre qu'il valorise. La seconde, c'est que ces valeurs doivent être vécues par chaque forgeron. Pratico-pratique, nous avons refusé des prestigieuses collaborations parce qu'il n'y avait pas ce fit-là avec nous. Et au contraire,
On a fait de belles découvertes en collaborant en dehors des sentiers battus avec des gens qui partagent ces valeurs. Il faut également construire sur ce qui nous rend uniques, car on ne peut pas tout faire bien. Notre expertise concerne les jeux vidéo. Bâtissons dessus. L'interdisciplinarité implique une grande discipline pour ne pas instrumentaliser ses partenaires. C'est probablement la chose la plus importante. Mais ça prend aussi une grande indiscipline pour ne pas créer de trop grandes zones de confort. Surtout, ce que j'ai appris, c'est que la plupart des innovations soulèvent des questions que personne n'a la réponse. Et qu'il faut mettre à profit notre intelligence collective avec détermination, mais aussi avec beaucoup d'humilité. Pour ceux qui le souhaitent, on a installé plusieurs postes où des forgerons pourront vous expliquer en détail l'objet de leur recherche et puis parler plus avec vous de ce qui peut vous intéresser. Merci beaucoup. Merci, M. Jacquet. On a une dizaine de minutes pour des questions du public. Merci de nous avoir montré comment l'intelligence artificielle et l'intersectorialité s'appliquent et surtout toutes les questions que ça soulève. Et ceux qui me connaissent savent qu'à chaque fois qu'il y a un appel à l'indiscipline, j'aime ça. Donc, chapeau. Question derrière ici, une autre ensuite là-bas. Merci Yves, comme toujours, avec ta liste de recommandations. Je dois avouer que je n'ai pas toujours agi avec humilité. Lors de ma dernière soutenance de thèse, j'avais mis ma face à côté de celle de Léonard de Vinci. Ça faisait preuve certainement que nous avons des points en commun par rapport à la source d'inspiration, mais de manière plus sérieuse, je pense qu'on oublie trop souvent ces individus généralistes quand on parle d'intersectorialité. Et les deux présentations qu'on a vues auparavant nous montraient finalement les deux côtés de ce gradient-là, où on a vu un panorama de personnes qui travaillent ensemble dans la mer numérique et qui, ensemble, font de l'intersectorialité, de l'interdisciplinarité. Et on avait de l'autre côté un individu hybride, comme je les appelle, qui sont capables de faire de l'art, de la science, de la recherche en même temps. Je pense que dans un domaine qui est de plus en plus spécialisé, où les gens sont hyper spécialisés, il ne faut pas mettre de côté ces généralistes-là. Et je me demande comment vous les intégrez dans vos équipes, parce que c'est eux souvent qui permettent de faire le passage entre toutes les diapos qui étaient noirs et blancs. Donc peut-être qu'on a besoin d'un peu de gris entre les deux. Alors, je pense qu'effectivement, les généralistes sont clés dans ce genre de processus-là et dans ce genre d'action-là. Mais je pense que ça va au-delà de ça. Il faut valoriser les généralistes, il faut valoriser les curieux, il faut valoriser ces gens qui veulent sortir un petit peu des sentiers battus. Mais ce que on pourrait appeler le truchement, puis j'ai appris, ça fait partie des choses que j'ai appris, c'est aussi une spécialité, quelque part. Cette capacité à parler le langage de plusieurs personnes et à essayer de faire se rencontrer différentes sensibilités, différentes expertises, pour être capable de faire émerger un réel objectif commun, un réel intérêt commun. Souvent, on va parler de choses qui sont très générales. On veut, en intelligence artificielle, créer des mondes crédibles. Puis quand on parle avec ça, de ça avec des chercheurs, les chercheurs trouvent ça super excitant. Puis on parle, mais en fait, au bout d'un moment, il faut s'apercevoir qu'on ne parle pas du tout de la même chose. On utilise les mêmes mots, on utilise les mêmes phrases, mais ça ne représente pas du tout les mêmes objectifs. Il faut avoir conscience de ces deux réalités-là pour arriver à les faire converger. Nous, dans nos processus de recherche et nos processus de prototypage, on commence à parler des grands objectifs qu'on veut essayer de réaliser, mais très rapidement, on essaye d'arriver à la question concrète d'un prototype qui va être réellement au service de tout le monde. Et puis on va se poser la question, là, comment est-ce qu'on est capable de travailler ensemble pour le faire sans s'instrumentaliser? Et c'est super compliqué. Ça ne prend pas juste d'être généraliste, c'est-à-dire de comprendre un petit peu ce que chacun est capable de faire et puis de faire des liens. Ça, c'est super important. Mais c'est tout aussi important d'être capable de faire converger ces intérêts-là.
Merci pour la réponse. Je trouve ça super intéressant parce qu'en éco-conseil, ce qu'on forme, c'est des généralistes de la transition sociale et écologique qui agissent aux interfaces entre plusieurs types d'acteurs, puis on les appelle nos traducteurs de réalité. En fait, puis ils ont cette compétence-là, je pense, en ayant un pied un peu partout, d'être capable de dire, ben excuse, le mot que tel utilise, c'est tel mot dans ton vocabulaire à toi, puis ce qu'on parle, on parle la même chose, mais avec des mots différents. Donc, ce sont effectivement des métiers, des compétences, je dirais, à valoriser. Merci pour la question. Il y avait une autre question derrière ici? Non, elle est passée date. Est-ce qu'il y avait une autre question? Oui, derrière là-bas et en avant ensuite. Bonjour, merci beaucoup Bonjour. pour cette présentation. J'ai toujours été fascinée par Ubisoft, donc je suis ravie de voir ce que vous faites. Je me demandais, vous parlez de collaboration avec des chercheurs du MILA, donc je pourrais dire peut-être chercheurs plus sciences dures. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui avec des chercheurs en sciences humaines, en sciences sociales? Quel partenariat vous envisagez? Alors, on a d'abord eu des partenariats en sciences de l'éducation, par exemple, pour essayer de créer, d'être capable de quantifier l'efficacité de formation en ligne. On se posait les mêmes questions qu'un laboratoire à l'UQAM là-dessus, et on a travaillé pour développer des méthodes. Ça, c'est un exemple. Un autre exemple, on a travaillé toujours avec l'UQAM en sciences des communications sur tout ce qui est toxicité en ligne. Nous, c'est évidemment des sujets qui sont super importants parce qu'on veut s'assurer que nos joueurs aient une expérience positive, mais tout ce qui est cyber-intimidation, c'est aussi des choses sur lesquelles, en tant que société, on est complètement dépourvu. Comment est-ce qu'on est capable de détecter des premiers signes d'une cyber-intimidation? Donc pareil, on a travaillé avec une chercheure à l'UQAM qui s'appelle Maud Bonenfant pour essayer d'établir des métriques. Comment est-ce qu'on fait pour mesurer ça? Comment est-ce qu'on fait pour influencer ensuite le dialogue en ligne, des choses comme ça. Là, on est en train toujours en intelligence artificielle. C'est un projet pour lequel je ne peux pas trop parler encore du projet, mais qui vise à essayer de mieux faire comprendre l'intelligence artificielle auprès du grand public. Et là, on est en train de travailler avec une chercheuse qui va travailler avec nous, qui va mettre les mains dedans et qui va étudier, je ne sais pas si elle est là d'ailleurs, Elisabeth. Ah bah voilà, bah oui, je ne t'avais pas vu, excuse-moi Elisabeth. Voilà, donc on travaille avec Elisabeth pour mettre en place ce projet-là qui vise justement à essayer de voir comment est-ce que, avec mes mots à moi, pardon, le grand public, la représentation sociale de l'intelligence artificielle et comment elle évolue entre le début et la fin du projet. Voilà, donc c'est le genre d'exemple qu'on essaie de faire. Le truc qui est important, c'est que on ne veut pas faire de saupoudrage. C'est-à-dire que chacun des projets, chacun des prototypes qu'on fait, c'est un projet qu'on veut assumer. On veut qu'au final, nous-mêmes, on soit capable de définir un intérêt pour le jeu vidéo et pour Ubisoft. On n'est pas là pour faire de la représentation, parce qu'on sait, à la fin de la journée, que si on veut, nous, être réellement utiles à ces projets-là, il faut aussi qu'on y voit notre intérêt. Et c'est pour ça qu'on passe énormément de temps à bien définir le cadre de ces projets-là, pour être sûr qu'on va tous être suffisamment motivés pour faire émerger quelque chose. Maintenant, nous, notre travail, c'est aussi d'essayer de déterminer quand est-ce que 1 + 1 = 3. C'est-à-dire quand on est capable, en travaillant avec des chercheurs qui sont là pour alimenter leurs recherches, qui travaillent avec nous, et nous, on est là pour améliorer nos jeux, améliorer nos manières de faire les jeux. Puis si en plus de ça, on est capable de faire émerger des systèmes de communication à propos des changements climatiques ou des meilleures manières d'évaluer l'éducation en ligne, dans ces cas-là, on est assez fiers parce qu'on se dit qu'on a réussi à contribuer un petit peu plus que tout ça. Excellent, merci pour cette réponse. J'avais noté que l'intelligence artificielle, on le voit à travers les présentations depuis le matin, soulève des enjeux éthiques, des enjeux technologiques, des enjeux humains, sociaux, légaux. Donc, je pense qu'il y a de la place, en fait, pour des maillages avec différents types de disciplines, différents secteurs aussi de recherche. Donc, je suis heureux de voir que la Forge explore aussi ces avenues-là. On a le temps pour une dernière question. C'était devant ici. Comment on fait pour réfléchir à une formation technologique alors que la technologie va être évoluée avant la fin de la formation chez Ubisoft en termes concrets? Ouh, vaste question. Alors d'abord, je ne suis pas expert de la formation, mais on a vu le cas avec les techniciens mocap, par exemple. La grosse difficulté, c'est que ça va tellement vite et c'est tellement brutal que ces formations n'existent pas. Il faut savoir que ces formations en capture de mouvement manuelle
sont des formations qui sont encore données aujourd'hui au niveau collégial. Donc, pratico-pratique, on est en train aujourd'hui de former des techniciens à des technologies dont on sait qu'elles sont obsolètes. Mais alors, quand on essaie de se pencher là-dessus, on s'aperçoit que ça prend un cycle de 3 ans pour modifier un programme. Et en 3 ans, on a formé énormément d'étudiants à des technologies qui ne leur serviront pas. Comment est-ce qu'on peut être plus agile ? Comment est-ce qu'on peut être plus rapide ? Comment est-ce qu'on peut être plus à l'écoute ? Je n'ai pas la réponse. Par contre, ce que je sais, c'est que c'est en mettant toutes ces compétences-là autour de la table, en prenant des gens qui n'ont pas conscience, aujourd'hui, ces profs-là n'ont pas conscience que ces technologies-là sont en train d'arriver. C'est en les exposant à ça. Donc moi, j'essaie de passer beaucoup de temps à montrer des choses très concrètes sur la manière dont Ubisoft travaille et à quel point nous, ça nous transforme. Et puis, c'est d'amener des gens qui sont des spécialistes en éducation et en formation. Et puis, on en a beaucoup, y compris à l'interne chez Ubisoft, pour essayer de faire ce genre de choses. Et puis, c'est des réflexions qui sont plus générales. Quand on réfléchit, par exemple, à l'université du futur, comment est-ce que cette université doit se transformer ? Comment, aujourd'hui... Tout à l'heure, je montrais les courbes de l'innovation, et puis c'est Christensen qui a aussi beaucoup écrit là-dessus, Christensen qui est décédé il y a quelques jours. Quand on pense à cette évolution des technologies qui atteignent un plateau, moi, ce que ça m'évoque, c'est que c'est vrai pour les technologies, mais c'est vrai aussi pour nos modèles de société, pour nos modèles d'organisation, c'est vrai aussi pour la manière dont l'université existe aujourd'hui, et que si on ne fait pas attention à ce qu'on fait, si on n'essaie pas de prêter attention à la manière dont le monde change, toutes ces organisations-là vont devenir obsolètes. Et les gens qui vont les remplacer ne seront peut-être pas des gens qui auront les mêmes intérêts que nos sociétés. Merci beaucoup. C'est drôle, ça me rappelle quand j'avais 10 ans à l'école, je posais la question à quoi ça sert d'apprendre mes tables de multiplication. Les calculatrices font ça très bien aujourd'hui. On me répondait qu'il y a des bases qui sont utiles toute la vie, même si on ne comprend pas tout à fait pourquoi au moment où on l'apprend. J'imagine que c'est un peu la même chose dans la programmation. Merci beaucoup, M. Jacquier, pour cette présentation. Merci au public pour les questions. Merci. Il est 11h59. Je nous félicite collectivement pour la gestion du temps ce matin. C'est exceptionnel. C'est l'heure du lunch. Quelques petites indications. Je vous rappelle qu'il y a des stations pour tester des prototypes de la forge sur l'heure du midi. Donc, n'hésitez pas à aller vous amuser, explorer un peu pour mettre un peu de concrétude, comme diraient mes amis du Centre Bagne, autour de ce qu'on vous a dit ce matin. C'est des boîtes à lunch qui sont servies juste de l'autre côté dans le lobby. Et je vous invite à revenir en salle à 13h15. Donc, on a à peu près 1h15 pour dîner et échanger. Et on se retrouve ici à 13h15 pour la suite du programme. Merci, bon appétit.